Merci beaucoup donc pour cette invitation. Alors, comme ça a été suggéré, je vais parler plutôt du rapport entre le public et l'intime en lien avec la question du politique, mais je voudrais commencer par la notion de parole, parce que la parole, ce n'est pas seulement, comme je le fais à l'instant, ce que l'on prend, mais la parole, c'est aussi ce qu'à certaines occasions l'on donne. Et ici, parole prend le sens d'une promesse, effectivement, d'une adresse faite à l'autre, mais d'une adresse qui sollicite, demande, parfois exige, en tout cas espère, sa confiance. Et ici, le critère de la parole juste, ce n'est plus seulement sa vérité, si on prend parole au sens, encore une fois, de ce que l'on donne à l'autre, mais c'est plutôt la fidélité de celui qui s'engage par son verbe, ou par ses mots, par ses phrases. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être faire un pas vers ce qui brouille les cartes entre la parole publique et la parole intime dans le champ politique. Si on admet de dire, je crois qu'il est difficile de s'y soustraire, que la parole politique en général est aujourd'hui trouée, grevée d'un manque de confiance, qu'elle est entrée en crise par rapport non seulement à la vérité qu'elle peut porter ou qu'elle peut produire, on parle beaucoup aujourd'hui de politique post-vérité, mais aussi par rapport à la fidélité, à la confiance, voire même parfois d'ailleurs à la moralité de celui ou de ceux qui la portent, cette parole publique. Alors ce qui va évidemment articuler à la fois cette crise de la parole publique, à la fois au sens d'une crise de sa vérité, une crise de sa fidélité à l'intime, c'est que l'on sait bien que dans les discours des communicants, qui ont déjà été évoqués directement ou indirectement avant moi, dans le discours des communicants, l'un des moyens de redonner confiance, au moins en apparence, dans le politique, c'est précisément de mêler cette parole de l'homme ou de la femme publique d'intime. C'est-à-dire, au fond, faute d'une certaine manière de pouvoir garantir que la parole publique sera effective, qu'elle aura ou qu'elle produira les effets qu'elle annonce en termes de justice et pas seulement en termes d'efficacité, eh bien la tendance, on le constate, consiste à rendre cette parole ou à mettre cette parole à la frontière de l'intime, soit en exhibant simplement l'intimité des personnages publics ou des personnes publiques, soit en la disant, en l'exprimant et en lui donnant langage, là où jusqu'à présent elle était dans une tradition effectivement plutôt républicaine, où elle était en général mise de côté ou même cachée. De ce point de vue, il y a effectivement une confrontation, voire d'ailleurs même une confusion entre le public et le privé, ou le public et l'intime. Je reviendrai aussi sur cette distinction. Et elle est souvent remise en cause. On pourrait dire au fond que la parole publique comme la parole intime, et a fortiori lorsque l'une et l'autre, ou lorsque la première se fonde sur la seconde, ce sont des paroles qui se réduisent à des messages. Ce sont en réalité des effets de communication, beaucoup plus que des effets ou des propositions de sens. Et comme l'a montré en particulier Deleuze, la communication, en réalité, c'est une injonction. L'information même prise en un sens télévisuel, puisque ça a été évoqué, c'est beaucoup plus une injonction, ou le message est beaucoup plus une injonction qu'une proposition signifiante, puisqu'il s'agit véritablement d'attirer, voire de focaliser l'attention des récepteurs du message, comme on le dit, plutôt que de leur permettre de penser. Alors, la fragilité ou la fragilité de la parole publique qui s'expose à se dévoiler comme en même temps intime, évidemment, c'est que nous sommes bien obligés ou bien contraints en réalité de croire les hommes publics qui parlent de leur intimité sur parole. C'est-à-dire en réalité de rentrer ou de donner crédit, on retrouve la notion de fidélité ou de créance, de donner crédit à ce qu'on appelle le storytelling, dont je m'empresse de dire d'ailleurs qu'il ne concerne pas seulement les hommes politiques ou les hommes publics d'ailleurs, au sens même plus général, mais chacun d'entre nous, en ce sens que nous sommes tenus à chaque instant, professionnellement le plus souvent, mais parfois aussi dans notre vie intime pour le coup, de donner un récit de nous-mêmes. Mazarine Pinjot évoquait le livre de Judith Butler, Le récit de soi, où Butler justement remet en cause cette conception
narrativiste de l'existence, selon laquelle à chaque instant, à chaque moment, nous devrions être, ou le sujet devrait être en mesure de se raconter, de se dire, et si possible, d'une manière cohérente. On sait bien, même que d'un point de vue professionnel, rien n'est pire dans un CV que les années blanches. Les années desquelles le sujet ne peut pas se justifier d'une activité, d'une performance ou d'une production. Et de ce point de vue-là, il y a dans l'exposition de nos vies publiques, professionnelles, je prends cet exemple, à l'intime, il y a évidemment des risques qui font que tout à la fois cette confiance que nous réclamons, elle ne nous est pas toujours donnée. On cherche des preuves de ce que nous avons fait dans le passé, voire de ce que nous avons d'ailleurs ressenti ou éprouvé, d'une part. Et d'autre part, pour ce qui concerne cette fois-ci l'exposition véritablement publique au sens classique du terme des sentiments, évidemment, le risque, c'est celui du démenti. C'est celui de l'image qui va brouiller précisément le scénario si bien huilé des communicants et qui va exposer la parole publique à encore un peu plus de discrédit, puisque cette fois-ci, elle sera mise en cause, je dirais quasiment psychologiquement, et les questions viendront, et on le voit bien d'ailleurs dans cette psychologisation du champ de la réception du discours politique, les questions viendront sur la pathologie éventuelle d'un tel, les excès de l'autre, la folie du troisième. Alors pour sortir de ce nœud entre pipolisation, comme on le dit de manière assez laide, du politique, et puis publicité ou publication de nos vies intimes, je voudrais effectivement, Mazarine l'a suggéré, revenir un peu sur cette notion d'intime, sur sa naissance dans le champ philosophique, ou d'ailleurs on va le voir tout de suite à la frontière de la philosophie et de la théologie, et insister en particulier sur la différence entre l'intime et le privé. Puisqu'on a tendance à les confondre. Et pour montrer que l'intime est une notion, un concept, et en tout cas recouvre des expériences qui, contrairement peut-être au privé, peuvent être, elles, dites partiellement au moins politiques. Alors la première occurrence, en tout cas l'occurrence classique, je dirais, dans la philosophie ou la théologie, de cette notion d'intime, on la trouve chez saint Augustin. Et on la trouve en particulier, ou plus précisément, dans le livre 8 des Confessions d'Augustin, où Augustin fait le récit, la confession, de sa découverte, si je puis dire, du vrai Dieu. Et il raconte en particulier qu'il a longtemps, biographiquement, dans une grande partie de sa vie, cru dans le manichéisme, ou adhéré en tout cas à certaines thèses manichéennes, c'est-à-dire des thèses qui opposaient, disons de manière rapide et manichéenne précisément, le bien et le mal comme deux entités autonomes et contradictoires, et en particulier qu'il a cru qu'on pouvait diviniser une partie de la nature. Donc c'est cette idée qu'il faut retenir, c'est-à-dire Dieu serait en dehors de nous, sous la figure de la lune, du soleil ou d'un certain nombre des paysages les plus splendides de ce que nous voyons donc hors de nous. Et la conversion, littéralement, d'Augustin, c'est la découverte, nous raconte-t-il, de ce que Dieu, et c'est là que va arriver l'intime, de ce que Dieu est intérieur à la conscience, qu'il est propre à la subjectivité, peut-on dire déjà, même si c'est un peu anachronique, et non pas extérieur, présent dans la nature sous la figure de ses réalisations les plus splendides. Et c'est dans cette phrase, ou s'adressant d'ailleurs à Dieu, parlant de Dieu à Dieu, en quelque sorte, c'est dans cette phrase qu'Augustin, dans ce passage plutôt, qu'Augustin va introduire l'intime, ou l'intimité, l'intime plutôt, comme concept, puisqu'il va définir en quelque sorte Dieu, par opposition à ce Dieu extérieur, dans lequel il croyait jusque-là, ou ce Dieu qui s'incarnerait extérieurement, comme ce qui est plus intime que je ne le suis à moi-même, ou plus intérieur à mon intime, c'est difficile à traduire, intérieur intimo meo, pourquoi c'est difficile à traduire? Parce que c'est un comparatif qui s'applique à un superlatif. L'intime, c'est ce qui est le plus intérieur, et Dieu est plus intérieur encore que ce qui est donc le plus intérieur, à savoir la conscience. Il est plus intérieur que moi, moi-même, à moi-même. Alors je vais laisser, si je puis dire, là Dieu, mais pour retenir que de cette formule, il ressort clairement que l'intime, chez Augustin, et cela se poursuivra dans les faibles d'ailleurs, ou le peu de nombre de
textes philosophiques où il est question de cette notion directement. L'intime, c'est un concept que je dirais relationnel. C'est en quoi il se distingue du privé. L'intime, cela caractérise, ou c'est d'abord un adjectif qui caractérise un type de relation particulière que l'on a, à mon sens, tort de réduire à l'intimité ou à l'intériorité, si l'on entend par là la capacité d'un sujet justement à s'extraire des relations qui le constituent ou qui, d'une certaine manière, l'altèrent. Dans la phrase d'Augustin, ce que l'on peut retenir, c'est que l'intime, c'est la voix d'un autre, en l'occurrence ici Dieu, la voix d'un autre qui en sait plus sur moi ou qui sait plus de choses que moi sur moi-même. C'est donc la possibilité, l'intime, de se référer à une autre figure, une altérité, en tant que celle-ci peut reconnaître ou peut signifier ce que je suis mieux que je ne pourrais le faire par mes propres moyens, c'est-à-dire justement par mes moyens privés. Le concept, plutôt d'ailleurs le terme juridique d'ailleurs du privé, en revanche, et non pas par opposition, mais au moins par distinction, le privé, c'est ce qui se caractérise ou ce qui est un attribut de la propriété. C'est ce qui donc relève de moi-même, m'appartient et peut de ce point de vue être défini, c'est là où rentre en tension le privé et l'intime, peut être défini sans le concours des autres, avec l'approbation des autres, puisque si je déclare que ceci est à moi, il faut bien que les autres y consentent, pour que, d'où le contrat d'ailleurs, pour que cette propriété soit reconnue. Mais la propriété privée se caractérise, ce n'est rien dire contre elle que de le noter, par nécessairement l'exclusion de l'autre du droit à en user et en abuser. Tandis que dans l'intime, il y a d'abord, c'est bien, l'exemple d'Augustin le montre bien, et cela vaut d'ailleurs pour tout amour en un sens, ou en un sens certain, il y a l'acceptation qu'un autre puisse, encore une fois, porter un regard sur moi-même, sur mon âme, si l'on veut, qui peut dire ou peut orienter ou réorienter le propre regard, le regard privé que je portais sur moi-même. Alors, ce détour permet, je crois, de revenir au lien initial que j'ai essayé de poser initialement entre l'intime et le public. On n'est jamais seul dans l'intime, on vient de le voir, mais évidemment, cela ne veut pas dire que le lien traditionnel entre l'intime et le caché disparaît. Je qualifierais, disons, d'intime toute relation qui, pour se vivre, a besoin non pas de se cacher tout court, non pas de rester intérieur, ou au sens de l'intimité confondue avec le privé, mais qui peut ou ne peut se constituer qu'à l'abri des regards sociaux, qu'à l'abri en particulier des jugements sociaux. Et donc est intime une relation désirante, amoureuse ou amicale, qui se constitue à plusieurs. Encore une fois, c'est un concept relationnel ou une notion relationnelle, mais pas à tous. Et pas public au sens, disons, en tout cas, au sens un petit peu contourné, qui n'est pas le sens originaire de la publicité, mais au sens qui serait accessible à tous, accessible à tous les regards. Ici, on retrouverait la publicité au sens, disons, de la réclame. Mais dès lors qu'on pose les termes dans ces définitions-là, on se rend compte que, je crois, l'intime, en tout cas, est une notion politique. En tout cas, c'est une expérience qui est conditionnée qui est conditionnée politiquement. La possibilité même d'entretenir des relations intimes avec des élus, on ne quitte pas d'ailleurs totalement le vocabulaire religieux, cette possibilité n'est pas naturelle. L'intime n'est pas donné de ce point de vue-là, puisque précisément il se définit par le fait qu'il ne se constitue qu'en suspendant le jugement et a fortiori la condamnation sociale. Autrement dit, il y a des conditions historiques, et ces conditions historiques sont en même temps politiques pour que des relations intimes choisies, si je puis dire, puissent être vécues. Et c'est là que le lien entre intime et public devient, à mon sens, non seulement plus profond, mais même redoutable, parce qu'on se rend compte historiquement que la valorisation de l'intime, c'est-à-dire la valorisation du droit qu'ont les sujets de nouer des relations électives, amoureuses essentiellement, désirantes évidemment,
cette valorisation, elle est contemporaine, historiquement, de la valorisation de l'espace public, si on laisse de côté la question de l'espace public sous la Grèce, qui se définissait, enfin dans la Grèce antique, qui lui se définissait, Hannah Arendt y a entre autres beaucoup insisté, par l'exclusion de la sphère domestique et de la sphère privée. Mais dans la modernité, dans les Lumières, pour être précis, il y a tout à la fois la valorisation de l'espace public au sens de la publicité des arguments, du caractère, je dirais, transparent, en un sens non contemporain, de la raison, c'est l'espace public à la Kant, et la valorisation du journal intime, ou de la possibilité qu'ont en particulier à partir du XVIIIe siècle, Habermas l'a bien montré dans son livre qui s'appelle d'ailleurs L'espace public, la tradition du journal intime naît à peu près, s'institutionnalise en quelque sorte et surtout devient légitime à partir du XVIIIe siècle, en même temps donc que l'espace public, et particulièrement chez les femmes, précisément parce que il y a dans cette parole intime qui est adressée à soi, tout le paradoxe évidemment du journal intime, il y a d'abord la revendication pour les femmes, en l'occurrence, la plupart du temps, de parler d'elles-mêmes à un correspondant inconnu ou à un correspondant imaginaire, mais surtout à l'abri du regard du mari et du regard, évidemment, et peut-être surtout du confesseur. Autrement dit, le journal intime est un acte, on peut dire en un sens politique, puisqu'il réclame pour lui le secret, bien qu'en étant un acte de publication, enfin en tout cas d'écriture, mais surtout le secret au sens où l'intime, c'est ce qui ne doit pas être donné à tous les regards. Ce qui réclame pour exister, pour se constituer, pour s'expérimenter, d'être refusé au regard de ceux dont on pense qu'ils le condamneront ou chercheront à limiter ses effets. De ce point de vue-là, il me semble que non seulement l'intime est lié au politique, mais qu'il y a des conditions politiques pour que l'intime puisse se constituer dans la sphère amoureuse. On le voit bien avec aussi bien, je viens de l'évoquer, le féminisme que le combat des minorités sexuelles, des homosexuels. Mais on peut dire aussi qu'il y a un processus propre à la modernité que j'appellerais démocratisation de l'intime. C'est-à-dire que l'intime, en tant qu'il est une revendication à pouvoir vivre à l'abri de la loi ou à l'abri de la condamnation sociale, eh bien, est un processus paradoxal. Car pour vivre à l'abri du jugement social, il faut d'abord pouvoir montrer et revendiquer son intime. Ce qu'il y a de paradoxal, et on le voit bien dans toutes les formes de manifestation en faveur d'une plus grande égalité dans la vie intime, c'est qu'il faut d'abord montrer ce dont on veut que cela ne soit plus vu. Il faut d'abord montrer ce dont on veut que cela ne soit plus jugé. Autrement dit, et il y a là, je crois aussi, matière à réfléchir, lorsque l'on, je ne sais pas vous d'ailleurs, ni moi, mais enfin lorsque souvent on est tenté de condamner des formes d'exhibition de soi, d'exhibition de son corps, de ses désirs, ou de son propre espace privé, comme on le dit ici faussement, à mon avis, on a tort de s'émouvoir trop rapidement de ces formes d'exhibition, en ce sens qu'elles participent de cette dynamique politique paradoxale qui, comme je l'ai indiqué, consiste à d'abord mettre sur l'espace public, mettre sur la scène publique, ce que l'on veut ensuite pouvoir vivre, je dirais, à l'abri du regard social. Ici, il faudrait au moins penser à 3 termes plutôt que 2, public-privé, comme on le fait trop souvent. Il faudrait penser le public, le privé et l'intime, et analyser chacun des phénomènes auxquels nous avons affaire, et qui ont d'ailleurs été aussi bien évoqués par Mazarine que par Anne, les analyser en fonction de ces 3 termes. Par exemple, on peut très bien dire qu'il y a une privatisation de l'espace public. On peut bien dire qu'il y a des formes d'appropriation dites néolibérales par l'individu propriétaire, qui est propriétaire de lui-même, de ses sentiments, qui dépose ou qui possède, comme on le dit d'ailleurs, un capital, non seulement un capital, je dirais, au sens traditionnel du terme, mais aussi un capital social, un capital psychologique, un capital amoureux, hein, ça existe aussi. Donc là aussi, on voit on dirait à la fois une privatisation du public et, ce qui est beaucoup plus, à mon avis, préoccupant encore, une privatisation de l'intime, où il s'agit cette fois-ci de dire que les relations dans lesquelles j'accepte d'être dépossédé d'une partie de la vérité
sur moi-même pour la laisser dire à un autre ou exprimer, ou pas seulement d'ailleurs dire, ça peut tout aussi bien être corporel, montrer, juger, eh bien la privatisation de l'intime consisterait ici à refuser précisément qu'un autre que moi puisse porter sur moi-même un discours. Il faudrait parler aussi, donc, de ce point de vue-là, d'une intimisation ou d'un devenir intime du politique ou d'une politisation des questions liées à l'intime. Et j'ai essayé d'indiquer qu'elles n'étaient pas toutes, de loin s'en faut d'ailleurs, contradictoires avec la démocratie. Du reste, que l'intime ait à faire avec la politique, ce n'est pas seulement une invention moderne. Ce qui est peut-être moderne, c'est la valorisation politique de la sphère intime. En revanche, qu'il y ait dans la sphère politique elle-même des revendications qui relèvent de la famille ou de l'intime, nous le savons au moins depuis les Grecs, pour le coup, et il n'est qu'à penser à la figure féminine, et c'est bien aussi révélateur de ce point de vue-là d'Antigone, qui va précisément revendiquer pour son frère le droit d'être enterré, le revendiquer contre Créon, qui incarne ici, je suis obligé de dire les choses très simplement, qui incarne l'espace public, la cité, dans sa souveraineté, qui refuse les lois de la famille, puisque Polynice, le frère d'Antigone, s'est révolté contre Créon. Mais ce qui est intéressant dans la tragédie de Sophocle, c'est que Antigone, parlant ou revendiquant pour les droits du sang, si l'on peut dire, le droit de la famille, le droit de la sororité, puisqu'elle veut que son frère puisse être, encore une fois, reconnu par la cité, revendiquant donc, pourrait-on dire en un sens, pour l'intime, parle le langage du politique. De la même manière que Créon, lui répliquant du point de vue de la cité, est obligé d'introduire ou d'intégrer, dans les conditions de la Grèce antique évidemment, ou de la pensée prémoderne, est obligé d'intégrer des considérations sur ce qu'est la famille, sur ce que sont les liens du sang, en l'occurrence pour les remettre en cause ou les relativiser, puisque Antigone, elle, a tendance à absolutiser les liens intimes contre les nécessités politiques de la cité. Autrement dit, et la tragédie se trouve d'ailleurs là, il y a un nouage, une contradiction, une opposition qui fait que dès lors que l'on parle de l'intime ou que l'on revendique pour l'intime, on est obligé de parler politiquement. Et dès lors que l'on parle politiquement, on est aussi obligé d'investir le champ de l'intime. Alors je conclurai en disant que s'il y a de ce fait une proximité parfois tragique, et au fond la modernité a essayé de dénouer cette tragédie en donnant des droits à l'intime, en conférant en quelque sorte des droits aux sentiments, par exemple ceux qu'a ressenti Antigone. En reconnaissant de ce point de vue-là, effectivement, un accord ou une articulation possible entre les droits individuels, privés et les relations intimes. Mais si donc il y a une confrontation, parfois féconde, souvent difficile et parfois même tragique, entre l'intime et le public, il y a aussi une fonction critique de l'intime. L'intime ou une relation intime, une parole pour le coup, un discours intime qui peut pour le coup être un discours que l'on se porte à soi-même et dans lequel un autre intervient. Je vais prendre un exemple. Ce type de discours, ce type de parole constitue une réserve critique à l'égard de la société ou des espaces dans lesquels nous sommes la plupart du temps pour des raisons professionnelles auxquels nous sommes attachés et parfois auxquels nous sommes littéralement même dans lesquels nous sommes enfermés. Je ne m'étais pas du tout concerté avec Mazarine Pinjot, mais je vais aussi finir par une citation de Roland Barthes, mais cette fois-ci des fragments d'un discours amoureux, où Roland Barthes décrit plutôt d'ailleurs, ce qui lui arrive alors dans un café qu'on imagine, il ne précise pas qu'on imagine ne pas être très éloigné du Collège de France, entouré par ses étudiants, toute la pompe qui va avec, je dirais, les mondanités desquelles il a ici, non pas à jouir, mais à souffrir, et qui, dans ce café, je vais simplement lire le texte, il parle suffisamment, mais qui, dans ce café, convoque la figure de l'autre aimé, convoque donc l'intime d'une certaine manière pour ne pas se laisser totalement berner par les flatteries dont il fait l'objet et qui relèvent dans ma catégorisation du privé. Je lis donc Roland Barthes. « Je m'installe seul dans un café, on vient m'y saluer. Je me sens entouré, demandé, flatté. Mais l'autre est absent. Je le convoque en moi-même pour qu'il me retienne au bord de cette complaisance mondaine qui me guette. J'en appelle à sa vérité,
la vérité dont il me donne la sensation, contre l'hystérie de séduction où je me sens glisser. Je rends l'absence de l'autre responsable de ma mondanité, j'invoque sa protection et son retour. Et plus loin, Barthes écrit « Un ami me disait que l'amour l'avait protégé de la mondanité, coterie, ambition, promotion, manigance, alliance, sécession, rôle, pouvoir. L'amour avait fait de lui un déchet social, ce dont il se réjouissait. » Eh bien, je crois que cet amour, ou cet intime, en tant qu'il nous permet de nous réjouir d'être parfois des déchets sociaux, c'est-à-dire en fait nous réjouir de ne pas avoir à être aussi resplendissant ou dans une réussite sociale privée pour le coup aussi forte, cette intimité avant d'être conscience, intériorité, elle est une manière de voir et une manière aussi de se libérer d'un certain nombre des injonctions sociales dont nous faisons l'objet. Voilà, je vous remercie.